Bonjour à tous et merci encore cette année d'être fidèle au cours de cette chaire de génomique humaine et évolution. Je vois quelques têtes connues. Donc cette année, on va se poser lors des 5 séances des cours 3 questions majeures qui sont est-ce que nous sommes le produit de l'inné ou l'acquis? Est-ce que notre diversité génétique, notre diversité biologique est le résultat de la génétique? Et enfin, comment la génétique et l'environnement influencent notre risque de maladie? Dans les cours de cette année, on a pour objectif d'aborder ces questions et d'illustrer comment les études en génétique humaine éclairent la manière dont notre diversité génétique, ainsi que les interactions entre génétique et environnement, façonnent notre diversité génétique. Notre diversité biologique, excusez-moi, c'est le début. Une diversité biologique qui peut être notre variation des traits morphologiques, pourquoi on est plus grand, plus petit, la pigmentation de la peau qui varie entre nous, le poids, mais aussi nos différences face à certaines pathologies. Des pathologies dites simples, parce qu'ils sont causés par un seul gène, telles que la mucoviscidose ou certaines formes très spécifiques de cancer, comme vous verrez tout à l'heure, ou des pathologies dites complexes, car modulées, en tout cas en partie, par une multitude de gènes et une influence de l'environnement, comme diabète, sida, autisme, hypertension, etc. Donc tout cela nous amènera à considérer la complexité de la distinction entre l'inné et l'acquis et analyser comment le risque de développer une maladie résulte très souvent de l'interaction entre facteurs génétiques, démographiques, environnementaux et liés au mode de vie. Donc, les cours de cette année seront organisés, comme je vous disais, en 5 séances. Aujourd'hui, on va faire un historique rapide de 150 ans de recherche, depuis Mendel, fin 19e, jusqu'à aujourd'hui, et comment on a construit la discipline de la génétique. La semaine prochaine, on verra la diversité génétique, parce qu'on n'est pas tous des clones, il y a de la diversité entre nous, et on va voir comment on a séquencé le génome humain et tous les projets internationaux après pour découvrir la diversité, les différences entre nous, et comment tout ça a été d'une importance capitale dans le monde de la génétique médicale. Ensuite, le 3e cours, on verra les causes génétiques des traits et maladies complexes, monogéniques, donc causées par un seul gène, mucoviscidose, maladie d'Huntington et d'autres. Le 4e cours sera l'architecture génétique des traits et maladies polygéniques, des traits complexes tels que la taille. Il n'y a pas un gène de la taille, il y a des centaines de gènes impliqués, et maladies polygéniques, hypertension, autisme et autres. Et enfin, on va finir en allant au-delà de la génétique, c'est-à-dire on n'est pas que le produit de nos gènes, même si pour certaines pathologies, certains traits, il y a des dizaines, des centaines de gènes impliqués, ces gènes interagissent avec l'environnement. Exemple, il y a des centaines de gènes qui ont été impliqués dans le risque d'obésité. Évidemment, même si vous avez les gènes de risque de l'obésité et vous faites hyper attention, vous n'allez pas développer l'obésité. Donc on verra cela. Mais tous ces cours seront suivis, comme toujours, par un séminaire d'un spécialiste en génétique humaine. Je sais qu'après mon cours d'1 heure et demie, on est tous fatigués, mais je vous prie, si vous avez la patience et l'intérêt, de rester, parce que c'est rare avoir ce bouquet de généticiens des généticiens de haut niveau. Aujourd'hui, on aura, pour commencer, Dominique Stoppa-Lyonnais, qui va nous parler de cancer et formes génétiques de cancer. La semaine prochaine, on aura Amélie Bonfond qui nous parlera de diabète
de type 2 et obésité. Tout ça toujours avec une perspective génétique. Jacques Fellet de Lausanne nous parlera de son expertise, que c'est la génétique des maladies infectieuses, HIV, hépatite, etc. Thomas Bourgeron nous parlera de la génétique du spectre de l'autisme. Et enfin, Alexandre Raymond nous parlera de comment des réarrangements dans notre génome, beaucoup plus complexes que les simples changements d'une lettre dans le génome, peuvent aussi impacter nos risques de maladie. Donc commençons maintenant avec le cours d'aujourd'hui, qui, comme je vous disais, va retracer plus de 150 ans de recherche en génétique. Depuis les premiers travaux de Mendel, qu'on n'appelait pas encore la génétique, mais on le verra, jusqu'à la génétique des maladies complexes d'aujourd'hui. Mais avant d'aborder cet historique, il est important de rappeler quelques termes essentiels que je vais utiliser tout au long de ces semaines. Parce que pas tous ici, vous êtes venus à mes cours de l'année dernière. Donc, juste quelques minutes pour se remettre tous sur la même longueur d'onde. D'abord, vous savez que notre corps est fait de cellules. Et dans chaque cellule, on a un noyau. Et dans le noyau des cellules, on a nos chromosomes. Et les chromosomes, c'est dans les chromosomes qu'on a l'ADN et donc ce qu'on appelle le génome. Donc le génome n'est pas autre chose que l'ensemble de l'ADN d'un organisme qui contient toutes les instructions nécessaires pour faire de nous ce que nous sommes en termes biologiques. Donc le génome est dans le noyau des cellules et compacté dans des chromosomes. Le génome est constitué de plus de 3 milliards de bases, de nucléotides, qu'on appelle aussi les fameux GATC. Toutes ces combinaisons font les gènes, et différentes combinaisons de ces lettres font qu'il y a un gène impliqué dans la couleur des yeux, dans la stature, la taille, etc. Donc ce qui est important, c'est que lors de la formation des gamètes, donc quand on fait les spermatozoïdes ou les ovules, chacun de nous, on a 2 génomes, on va dire. Un hérité de notre père et l'autre hérité de notre père. Mais lors de la formation des spermatozoïdes ou des ovules, on réduit le génome à moitié. Pour que, quand il y a la fécondation, spermatozoïdes et ovules, le nouveau être, il aura 2 copies et non pas 4. Ça s'appelle ce processus la méiose. Donc le génome est compacté dans les chromosomes et les humains, on a 46 chromosomes organisés en 23 paires. Donc 23 paires qui ont été héritées du père et les autres 23 paires ont été héritées de la mère. Une mutation n'est pas autre chose qu'un changement dans la séquence de l'ADN. Ici, le C va passer à T. Et cela peut être causé souvent, la plupart des cas, c'est par le génome se réplique lors de la division cellulaire et il y a beaucoup d'erreurs qui peuvent arriver pendant cette réplication de l'ADN et dans la plupart des fois, ces erreurs sont corrigées. On a tout un système de correction des erreurs, mais parfois cela échappe à la correction, il y en a une mutation. Les mutations peuvent aussi être, dans des cas rares, mais relativement fréquents parfois, induites par l'environnement, comme l'exposition au rayonnement. Un polymorphisme n'est pas autre chose qu'une mutation, mais qu'elle devient fréquente dans la population. Donc la mutation qu'environ 40% d'entre nous en a ici, qui est associée à notre capacité à digérer le lait à l'âge adulte. À la base, c'était une mutation, évidemment ça, mais elle est augmentée en fréquence dans la population parce qu'elle nous donne un avantage. Et là, ça devient un polymorphisme. Et enfin, un variant génétique, c'est une terminologie très générale, ça peut être une mutation, mais ça peut être un polymorphisme, ou ça peut être tous des autres types de variabilité qu'il y a dans notre génome, et ça on le verra la semaine prochaine.
Voyons encore quelques termes supplémentaires importants, super importants, parce qu'on va utiliser cette terminologie tout le temps, mes collègues et moi, lors des prochaines semaines. Donc, concentrons maintenant sur une partie du génome, une toute petite partie des 3 milliards de bases ici. Donc, ça c'est entre nous ici. Donc, on a 2 séquences, une héritée de la mère et l'autre du père. Et là, on peut voir qu'on a 3 mutations. Une mutation AG, une autre mutation CG, et une autre mutation TA. Donc, concentrons-nous maintenant sur cette mutation, la première mutation. Et là, on peut dire que cette mutation, il a 2 allèles. Et c'est ça que c'est important. L'allèle A, hérité de notre mère, par exemple, et l'allèle G, dans la même position du génome, hérité de notre père. On peut dire même que l'allèle A est associé à la couleur des yeux marron et l'allèle G est associé à la couleur des yeux bleus. On va dire ça. Le génotype fait référence à la combinaison d'allèles observée en position pour un gène donné. Par exemple, dans ces cas-là, cet individu, il a l'allèle A et l'allèle G. Donc, on peut dire que le génotype de cet individu à cette position donnée est AG. Ça veut dire qu'il est A ou G, dépendant de si on regarde la partie héritée de la mère et du père. Et on peut même dire que quand cet individu a un génotype AG, à cette position-là, on dit que cet individu est hétérozygote. Ça veut dire quoi? Les 2 allèles sont différents. Parce que si cet individu maintenant se concentre sur cette position-là, l'individu, son génotype, c'est GG. Donc, il est homozygote. Ensuite, on a des haplotypes. Les haplotypes, c'est l'ensemble des variants génétiques qui sont hérités ensemble d'un même parent. C'est-à-dire, là, on se concentre sur ces 3 mutations et on va dire que cet individu a 2 haplotypes. L'haplotype AGT, donc A, G et T, qui héritaient toujours ensemble de la mère, et l'autre haplotype, c'est GTA, il y a une erreur ici, qui est hérité du père. Et enfin, et on finit avec cette terminologie un peu lourde, mais ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est comme ça, sur les effets de dominance et récessivité. On dit, imaginons qu'ici, on a ces 2 allèles, A et G. Et A, je vous ai dit, est associé aux yeux marrons, et G est associé aux yeux bleus. Donc, si vous avez le génotype AG, hétérozygote, vous aurez les yeux marrons, parce que l'allèle A est dominant. Ça veut dire que quand il est là, l'allèle A, quel que soit l'autre allèle, il va toujours masquer l'allèle A, la fonction de l'autre allèle. Donc, quoi que vous ayez dans l'autre partie, vous aurez les yeux marrons. Point. Tandis que l'allèle G est récessive. Ça veut dire que pour qu'il s'exprime, il faut qu'il y ait les 2 allèles G. Donc, si vous êtes GG, vous aurez les yeux bleus. Une fois clarifiée cette terminologie, maintenant, explorons quand les humains ont commencé à parler de génétique, même si à l'époque, ça ne s'appelait pas génétique. Donc, dans l'Antiquité, on trouve déjà dans les textes attribués à Hippocrate la situation suivante. Il a dit « Le sperme est produit par l'ensemble du corps, sain par les parties saines, malade par les parties malades. Ainsi, lorsque généralement les chauves engendrent des chauves, les yeux bleus engendrent des yeux bleus. Et les personnes qui louchent engendrent des personnes qui louchent. Et lorsque pour d'autres maladies, la même loi prévaut, qu'est-ce qui pourrait empêcher que des têtes longues soient engendrées par des têtes longues?
Donc, cette phrase, avec le langage de l'époque évidemment, contient des observations sur l'hérédité des traits, mais aussi une théorie qui explique l'hérédité sur la base de l'hypothèse que le sperme est porteur d'informations. Et il est produit par toutes les parties du corps, saines et malades. Donc cette théorie sera plus tard connue sous le nom de théorie de la pangénèse. De la même manière, Aristote et Platon se sont également prononcés sur certains aspects de l'hérédité. Par exemple, dans son ouvrage « De la génération des animaux », Aristote avance que les traits physiques et les caractéristiques des descendants sont influencés par les parents, quelque chose qui nous paraît très évident, non? Selon lui, la sémence du père contenait une forme de substance qui, combinée à l'environnement de la mère, donnait naissance aux traits de l'enfant. Voici quelques exemples rédigés encore une fois avec le langage de l'époque qui illustrent comment les anciens Grecs faisaient déjà allusion au concept de l'hérédité, donc de l'inné. La littérature du Moyen-Âge contient peu de références à l'hérédité, mais la littérature médicale du XVIIIe et du début du XIXe siècle rapporte des observations de certains phénomènes liés à l'hérédité des maladies. Par exemple, Maupertuis publia en 1753 un compte rendu d'une famille présentant une polydactylie sur plusieurs générations. La polydactylie, c'est le fait d'avoir plus de doigts et des orteils qu'on a normalement, c'est-à-dire 5. Et il a montré que ce trait, la polydactylie, pouvait être transmis aussi bien par le père que par la mère. Mais ce que je trouve incroyable, c'est l'œuvre de Joseph Adams, que c'était un apothicaire britannique qui, en 1814, bien avant Mendel, il a publié un ouvrage intitulé « Un traité sur les supposées propriétés héréditaires des maladies ». On ne connaissait pas la génétique. Il a fait des études et les conclusions de son travail sont d'autant plus remarquables que le concept de génétique n'était absolument connu. Donc, il conclut que dans la population, il y a des affections héréditaires, ce qu'on appelle aujourd'hui dominantes, on vient de le voir, et des affections familiales, donc récessives. Il dit que pour les maladies familiales, les parents sont souvent des proches parents, donc qu'il y aura une certaine consanguinité, ce qui permet qu'il y a plus de maladies récessives, comme on dit aujourd'hui. On verra tout ça. Que les maladies héréditaires peuvent se manifester à différents âges. Que certaines maladies se manifestent sous l'influence de l'environnement. Que des maladies cliniquement identiques peuvent avoir des bases génétiques différentes. Que la fréquence plus élevée de certaines maladies dans certaines populations isolées peut être causée par la consanguinité. Et enfin, que la reproduction parmi les personnes avec une maladie héréditaire, génétique, est réduite. C'était quand même des observations remarquables pour l'époque. Mais la plupart des mécanismes de l'hérédité sont restés mal compris jusqu'à la moitié du XIXe siècle, lorsque la génétique en tant que science systématique a fait ses débuts. Donc, deux scientifiques marquent ses débuts. On pourrait dire que ce sont les pères de la génétique. Gregor Mendel, avec ses recherches sur l'hybridation des plantes, et Francis Galton, avec ses études sur le talent et le caractère des humains. Ce qu'on dirait un peu avec tous les guillemets qu'il faut mettre, l'intelligence. Cela va introduire deux paradigmes qui vont rester valides, comme nous le verrons, jusqu'à aujourd'hui. Le mendélisme, donc introduit par Mendel, et la biométrie, introduite par Galton. Donc, voyons
Commençons par Mendel et ses recherches. Donc, Mendel est né en Silésie, c'est donc dans l'empire de l'époque autrichien, aujourd'hui en République tchèque. Il était un botaniste, un enseignant et un prêtre, Augustin. Donc, dans les années 1850, il commence à développer sa démarche expérimentale. Il étudiait la physiologie végétale dans le but de comprendre l'apparition des caractères nouveaux au cours des générations successives. Donc, il a choisi comme modèle d'étude la plante des petits pois en raison de leurs traits très claires et distantes, c'est-à-dire la couleur et la texture des graines et des fleurs, par exemple. Et donc, il a mené des milliers d'expériences en croisant différentes plantes avec les fleurs blanches, avec les fleurs rouges, avec la forme des graines ridées, rondes, jaunes, vertes. Il croisait, et il regardait comment, à la génération suivante et la suivante, comment ces traits visuels se distribuaient. Et c'est grâce à ça que ces résultats ils ont été publiés en 1865 dans un article intitulé « Recherche sur les hybrides végétaux » que vous voyez là. Et il a montré que des facteurs, qu'à l'époque on n'appelait pas encore les gènes, mais c'est ça, se transmettaient de génération en génération d'une façon prédictible, établissant ainsi ce qu'on appelle les 3 lois de Mendel, donc les lois de l'hérédité. Donc voyons ces 3 lois, c'est très important, même si c'est sur les petits pois, parce que ça donne lieu au mendélisme, à l'hérédité des traits chez les humains aussi. Donc la première loi, c'est la loi de l'uniformité. Lorsque l'on croise 2 individus homozygotes, comme vous voyez ici, WW et RR, donc cet individu est homozygote et cet individu est homozygote, mais sont distantes, comme vous voyez. Toute la descendance de la première génération est uniforme. Donc vous voyez, tout le monde est hétérozygote, WR, et tout le monde est rouge. Donc à niveau génétique, tout le monde est pareil. Et à niveau phénotypique, ce qu'on voit, tout le monde est pareil, tout le monde est rouge. Mendel a également observé que certains traits sont dominants, tandis que d'autres sont récessifs. Cela explique pourquoi, dans la génération F1, c'est-à-dire la première génération, tous les individus sont rouges. Pourquoi ils ne sont pas blancs? Ou pourquoi ils ne sont pas roses? Donc, c'est parce que l'allèle R de rouge est dominant, ce qui signifie qu'il masque l'expression de l'allèle W blanc qui est récessive. Mais pas tous les traits, on va le voir ça, mais en général, pas tous les traits sont dominants ou récessifs. Il y a un autre cas, plus rare, mais que c'est la codominance. La codominance est un concept qui va au-delà des lois de Mendel, c'est pour ça qu'on ne va pas le voir aujourd'hui en tout cas, et représente une situation où les 2 allèles sont exprimés de manière égale. C'est comme si on croisait l'allèle blanc et l'allèle rouge, et ça nous donnait une couleur rose. Donc les 2 se manifestent, et donc il y a un phénotype intermédiaire. Ensuite, on a la loi de la ségrégation. Donc lors de la formation des gamètes, spermatozoïdes et ovules, les 2 allèles d'un gène se séparent, se ségrègent de manière aléatoire, hyper important. Chaque gamète recevant un seul allèle. Imaginez, moi j'ai un allèle A de mon père et un allèle B de ma mère. Je fais les spermatozoïdes et dans chaque spermatozoïde, il y aura soit A, soit B, parce qu'il faut réduire à moitié. Et tout cela se fait d'une façon aléatoire. Prenons l'exemple d'un croisement entre 2 parents hétérozygotes. Donc on va croiser maintenant cette génération F1 et on va croiser 2 homozygotes. Donc chacun, prenant le père, va avoir des gamètes qui sont que R
ou des gamètes que sont que W. Et de même pour la mère. Il aura des gamètes R et des gamètes W. On les croise, donc les enfants, ils ont 2 allèles à nouveau, et ce qu'il a vu Mendel, c'est que avec ces milliers de croisements, la descendance montre toujours en moyenne 25% d'hétérozygotes RR, 25% d'homozygotes RR, 50% de hétérozygotes RW et 25% d'homozygotes WW. Ça, c'est une loi, évidemment, parce qu'ils croisaient, il y avait des milliers de descendants, et quand ils regardaient les proportions, en général, c'était 25%, 50%, 25%. Ça, c'est un niveau génétique. Mais à niveau phénotypique, apparence, il y aura 75% de rouge, parce qu'il y a les homozygotes rouge-rouge, que sont évidemment rouges, les hétérozygotes rouge-blanc, qui sont rouges, parce que l'allèle rouge est dominant, et ensuite, il nous reste 25% de fleurs blanches, parce que pour être blanche, il faut avoir les 2 allèles WW récessives. Et enfin, on a la troisième loi, que c'est la loi de l'assortiment indépendant. Cette troisième loi fait appel aux gènes qui sont situés sur des chromosomes différents ou suffisamment éloignés les uns de l'autre pour ce qu'ils se ségrègent, ils se séparent de manière indépendante, encore une fois, lors de la formation des gamètes. En d'autres termes, l'hérédité d'un gène ne dépend pas de l'hérédité de l'autre gène. Prenons 2 gènes maintenant, responsables de 2 traits différents. La forme de la graine, c'est le gène R, qui peut être grand R, forme ronde, ou petite r, forme ridée. Ça, c'est un gène. Il y a un autre gène qui détermine la couleur de la graine. Donc, le gène Y, et grand Y, c'est couleur jaune, et petit y, c'est couleur verte. Donc, si ces gènes sont situés sur des chromosomes différents, que c'est le cas, dans les allèles, tous les allèles, grand R, grand I, petit i, se distribuent indépendamment dans les gamètes de cet individu. Donc, les gamètes de cet individu portent toutes les combinaisons possibles. Donc, comme vous voyez, on a tous les génotypes possibles et les 4 phénotypes possibles: ronde, jaune, ronde, vert, ridée, jaune, ridée, verte. Donc, dans l'expérience de Mendel, ce qu'il a fait, c'est qu'il a croisé une plante homozygote. Donc, celle-là, vous voyez qu'elle est pas homozygote. C'est une plante homozygote pour, pardon, on est là. Ouais, une plante homozygote pour forme ronde et jaune. Donc, RR, YY, tout en majuscule. Avec une plante homozygote ridée verte. Donc, RR, YY, tout en minuscule. Et tous les individus de la première génération sont hétérozygotes, suivant la première loi qu'on a vue. Ils sont tous pareils, comme on peut voir ici. Donc, ronde et jaune. Mais quand on les croise, ces individus, comme les gènes s'assortissent indépendamment, chaque allèle de forme, grand R, petit r, est transmis indépendamment de chaque allèle de couleur, grand Y, petit y. Donc cela donne dans la deuxième génération que c'est tout ça, donc ces individus font des gamètes, se croisent, et ça c'est la deuxième génération. Et dans la deuxième génération, on observe un rapport 9-3-3-1, c'est-à-dire en moyenne, sur les milliers de croisements qu'il a fait, il observait une proportion de 9 graines rondes et jaunes pour 3 rondes et vertes, pour 3 ridées
et jaune pour une ridée est verte. Donc, on observe toutes les combinaisons possibles parce que ces deux gènes se ségrègent indépendamment, mais avec des proportions différentes suivant les lois de la dominance. Donc, ce résultat confirme que les allèles des deux gènes se répartissent indépendamment, illustrant la loi de l'assortiment indépendant. Mais cette loi s'applique seulement aux gènes situés, comme je vous disais, sur des chromosomes différents ou à une grande distance. Si deux gènes sont situés très près l'un de l'autre, sur le même chromosome, ils auront plus de chances d'être transmis ensemble, donc violant quelque part la loi, cette troisième loi de Mendel. Donc, en conclusion, pour en finir avec Mendel, ces lois ont montré que l'hérédité ne se fait pas de manière aléatoire, mais selon des principes prévisibles avec des applications pratiques encore aujourd'hui en biologie, en médecine et aussi en agriculture. Mais malgré l'importance des travaux de Mendel et ses efforts pour faire connaître à d'autres scientifiques ses travaux à lui n'ont suscité que de l'indifférence de son vivant. Et ce n'est qu'en 1900 que le travail de Mendel a été redécouvert par Hugo de Vries aux Pays-Bas, Karl Correns en Allemagne et Erich von Schermack en Autriche. Tous les trois étaient botanistes et ont mis en lumière les principes de l'hérédité décrits déjà par Mendel, en étudiant également des croisements des plantes. Leurs recherches, bien que conduites séparément, ont abouti à des conclusions similaires, ce qui a conduit à une reconnaissance accrue du travail pionnier de Mendel, et cette redécouverte a marqué ainsi le début de la génétique moderne. Mais Mendel et ceux qui ont suivi travaillaient sur des végétaux. Et donc, ils ont posé les bases de la génétique, de l'hérédité, comme modèle. Mais examinons maintenant comment ces lois ont été appliquées à l'homme et à ses maladies. Comme nous le verrons au cours des prochaines semaines, l'application initiale des lois mendéliennes à l'homme reposait principalement sur l'étude de famille. Il n'y avait pas l'ADN, il n'y avait pas la biologie moléculaire. Donc les gens étudiaient des familles, des grands-parents, des enfants, des petits-enfants, et ils regardaient comment une maladie ou un trait en particulier se distribuait au sein des familles, comme Mendel faisait avec les petits pois. Donc, ces travaux sur les familles avaient pour objectif de déterminer si une maladie était héréditaire ou familiale, c'est-à-dire une transmission dominante ou récessive. La première application des principes mendéliens aux maladies humaines a été réalisée par le médecin anglais Archibald Garrott, et ses recherches portaient sur l'alcaptonurie. Donc l'alcaptonurie est une maladie familiale caractérisée par le noircissement des urines peu après la naissance, suivi du noircissement des cartilages et de l'apparition d'arthrite. Donc Garrott a documenté une série de cas où la maladie se manifestait de manière récurrente dans certaines familles. Et il a émis l'hypothèse selon laquelle l'alcaptonurie résultait d'une déficience enzymatique empêchant la dégradation de l'acide homogentisique ou l'homogentisate, ici. Donc il y avait ce qu'on connaîtrait aujourd'hui comme une mutation qui empêchait la dégradation de cet acide, ce qui conduisait à la maladie. Il supposa que cette déficience enzymatique était causée par un gène récessif, ce qui expliquait pourquoi la maladie n'apparaissait que chez un petit nombre d'individus. Une prévalence accrue de la maladie avait été également constatée dans des familles consanguines, donc vous savez, des familles
ou pour certains, parfois traditions religieuses ou autres, il y a un encouragement à marier des gens, des cousins et d'autres. Et dans ces familles, les probabilités d'homozygosie, c'est-à-dire que l'enfant reçoit le même allèle des deux parents, sont plus élevées, donc plus élevées de déclarer des maladies récessives. Et Garrod a introduit aussi le concept d'erreur innée du métabolisme, comme vous pouvez voir ici, un concept qui fut appliqué non seulement à l'alcaptonurie, mais aussi à d'autres conditions monogéniques comme l'albinisme. Donc en 1909, il publia Les erreurs innées du métabolisme, une œuvre fondamentale dans l'histoire de la génétique humaine. Ces concepts, toujours d'actualité, ont permis de poser les bases de la compréhension des troubles métaboliques et immunitaires suite à des défauts monogéniques, c'est-à-dire causés par un seul gène. Mais comme je vous disais, avant l'ère de la biologie moléculaire et la découverte de l'ADN, les maladies étaient étudiées sur la base de l'analyse d'arbres généalogiques, d'arbres de famille, ce qu'on appelle souvent en jargon en génétique des pédigrés, et l'observation de modes de transmission des maladies au sein des familles. Dans une famille où la transmission de la maladie se fait d'une façon dominante, comme vous pouvez voir ici, juste pour clarifier, les carrés sont des hommes et les rondes, vous le voyez ici, et les rondes sont des femmes. Et les couleurs indiquent sang gris, bleu malade, et avec un petit point rouge au milieu, ça veut dire que la personne n'est pas malade, mais porteuse de la mutation. Donc, dans les familles où la transmission de la maladie se fait de façon dominante, on voit dans l'arbre que la maladie est présente à chaque génération, que chaque parent atteint transmet la maladie à environ 50% de ses enfants et que les hommes et les femmes sont affectés de manière égale. En revanche, la transmission récessive, comme on voit ici, présente souvent des sauts générationnels. Les parents d'un individu atteint sont généralement des porteurs sains et la maladie n'apparaît que lorsqu'un individu hérite des deux copies mutées du gène. Donc, en moyenne, 25% de risque pour les enfants des deux porteurs, comme on vient de voir avec les petits pois avant. Et dans ce type de transmission récessive, les hommes et les femmes sont également affectés de manière égale. Mais dans ces deux cas, il s'agit d'une transmission dite autosomique, qu'elle soit dominante ou récessive. Autosomique fait référence à quelle hérédité que le gène qui s'égrège dans ces familles est localisé dans un chromosome non sexuel, c'est-à-dire dans un des 22 chromosomes qu'on a non sexuels par rapport au père 23 que sont des chromosomes sexuels. C'est pour cette raison, c'est-à-dire que les gènes sont localisés sur des chromosomes non sexuels, des autosomes, que les hommes et les femmes sont affectés de la même manière. Donc, voyons un exemple. La maladie d'Huntington, décrite pour la première fois en 1841 par le médecin américain George Huntington, est un exemple de maladie dominante. Dans son article, publié en 1872, il décrit les symptômes caractéristiques de cette maladie, à savoir des mouvements involontaires, des troubles psychiatriques et un déclin cognitif, qu'il associe à une transmission héréditaire. Il y fait référence sous le nom de chorée, ça veut dire des mouvements rapides et involontaires. Donc, à travers l'étude des familles, on a observé, vers la fin du 19e et début du 20e siècle, que la maladie se transmettait suivant un modèle autosomique dominant, c'est-à-dire qu'un enfant d'un parent atteint avait 50% de chances de développer la maladie. Ce n'est qu'en 1993 qu'il a été découvert que la maladie était causée par une expansion anormale, comme on voit ici, d'un triplet CAG. Donc, les individus ils ont
27 répétitions ici, et les individus atteints, ils ont plus de répétitions de ces combinaisons de C à G dans le gène qui s'appelle HTT et qui est situé sur le chromosome 4. La mucoviscidose, c'est un exemple de maladie autosomique récessive. Appelée aussi fibrose kystique, elle est transmise, donc comme je vous disais, d'une façon autosomale récessive. Il a été décrite par un pédiatre américain en 1938, donc Dorothy Anderson. Elle observe les signes cliniques de la maladie chez les nourrissons et les jeunes enfants, c'est-à-dire une toux chronique, des infections pulmonaires récurrentes et des difficultés à prendre du poids, même si la nutrition était normale. Les parents des personnes atteintes de mucoviscidose sont généralement des porteurs sains de la mutation, c'est-à-dire ils ont une copie du gène muté, mais ne présentent pas la maladie. Donc ainsi, la maladie se manifeste uniquement chez les enfants qui héritent les deux copies, comme les yeux bleus, l'exemple des yeux bleus, du gène muté. Dans une famille, les enfants n'ont qu'une chance sur 4 en moyenne, toujours le fameux 25%, d'être atteints si les deux parents sont porteurs sains. Donc, grâce aux études familiales, les chercheurs ont pu observer des familles où la maladie se manifestait plus fréquemment qu'étendue, ce qui a facilité l'identification des mutations génétiques spécifiques. Cela a conduit à la découverte du gène CFTR en 1989. Et ce gène contient une mutation qu'on appelle la mutation delta F 508, que c'est la mutation plus fréquemment associée à la mucoviscidose. 70% des cas de mucoviscidose dans le monde sont causés par cette mutation, 82% en France. Et cette mutation implique la perte de l'acide aminé phénylalalanine dans la position 508 qui perturbe le fonctionnement de la protéine résultant de ce gène CFTR. Mais tandis que dans les cas d'une transmission autosomique, dominante ou récessive, les hommes et les femmes sont affectés de manière similaire, comme on a vu, l'étude de généalogie peut révéler des cas de transmission d'une maladie liée au sexe. Je vous rappelle que les hommes et les femmes, dans ces cas-là, seront affectés de façon différente. Les femmes, ils ont 2 chromosomes X, et les hommes, je vous rappelle, ils ont un chromosome X et un chromosome Y. Ça, c'est le 23 paires de chromosomes dites sexuelles. Donc, dans le cas d'une maladie liée au chromosome X, les femmes peuvent être porteuses, tandis que les hommes sont généralement plus gravement affectés, car ils n'ont qu'un seul chromosome X. Donc, la grande majorité des maladies liées au sexe sont associées au chromosome X et suivent une transmission récessive dans environ 80% des cas. Il en existe relativement peu de maladies liées au chromosome Y, ce chromosome étant très petit et contenant relativement peu d'informations. Et dans la plupart des cas, les gènes associés, les mutations dans le chromosome Y sont associées à des problèmes de spermatogénèse et de fertilité. Donc, la première étude détaillée des maladies liées au sexe a été réalisée au XIXe siècle par Archibald Garrett, je vous en ai parlé, puis par d'autres chercheurs comme Thomas Morgan. Un exemple vraiment emblématique d'une maladie transmise liée au sexe est celui des arbres généalogiques de famille royale qui a permis de démontrer que l'hémophilie se transmettait par l'intermédiaire du chromosome X. L'hémophilie,
c'est le cas emblématique, est une maladie génétique rare qui affecte la capacité du sang à coaguler, ce qui entraîne des saignements prolongés et des hémorragies internes. L'hémophilie est particulièrement connue pour avoir affecté de nombreuses familles royales européennes au XIXe et au début du XXe siècle, grâce à une transmission via la génération féminine, souvent porteuses saines de la maladie, mais ne manifestant pas la maladie elle-même. Le cas le plus célèbre concerne la reine Victoria d'Angleterre, qui, sans être malade elle-même, a transmis la maladie à plusieurs membres de sa famille. Elle l'a transmis tout d'abord à son fils Léopold, qui a été diagnostiqué avec l'hémophilie à l'âge de 2 ans. Ce fut l'un des premiers cas documentés de la maladie dans la famille royale britannique. Et ce qui est curieux, j'allais dire drôle, c'est pas drôle, mais ce qui est contradictoire, c'est que bien que les mariages des enfants de Victoria ont eu un grand succès, parce qu'elle a marié la plupart de ses filles dans toutes les familles royales européennes, ça a mené, en contrepartie quelquefois, la transmission de l'hémophilie à différentes familles royales en Allemagne, en Russie, au Royaume-Uni lui-même et aussi en Espagne. Peut-être un des cas le plus connu par tout le monde, c'est la transmission de la mutation liée à l'hémophilie à la famille Romanov, dans la famille des Russes, où, c'est où ça, ici, la femme du tsar, Alexandra ou Alix, avait hérité la mutation de sa mère Alice, qui était une des filles de Victoria. Et elle l'a transmise à son fils, le tsarévik Alexis, qui souffrait, comme vous savez, d'hémophilie. Et ce drame entourant la maladie a été exacerbé par les tentatives pour traiter la maladie, y compris l'intervention de Rasputin, ce qui a contribué à l'impopularité du tsar, et on connaît tous la fin tragique de cette famille en 1917. Avec les connaissances en génétique d'aujourd'hui, on connaît bien le mécanisme de transmission de l'hémophilie. On sait que l'hémophilie A est causée par une mutation du gène du facteur 8 et l'hémophilie dite B est causée par une mutation du gène du facteur 9, les deux situés sur le chromosome X. Mais étant donné que les hommes ont un seul chromosome X, s'ils héritent du chromosome X portant la mutation, ils développent la maladie. Tandis que les femmes, ils ont un autre chromosome X qui peut compenser l'autre chromosome X avec la mutation. Comme je vous disais avec les petits pois, en plus de transmission dominante ou récessive, il existe ce cas de codominance. Et le système des groupes sanguins ABO, je trouve, illustre très bien cette complexité, car il peut impliquer à la fois tous les types possibles de être dominant, être récessif et être codominant. Donc vous savez que dans ce système, il existe 3 allèles principaux, A, B, O. Et A code pour une protéine antigène A, présente à la surface des globules rouges, tandis que l'allèle B code pour une autre protéine, elle aussi présente à la surface des globules rouges. Et l'allèle O, en revanche, elle ne code pour rien. Il n'y a pas de protéine d'antigène spécifique. Donc la dominance se manifeste lorsque l'un des allèles masque complètement l'expression de l'autre. Par exemple, l'allèle A est dominant par rapport à l'allèle O, tout comme l'allèle B est dominant par rapport à l'allèle O. C'est-à-dire, si vous êtes A, vous héritez A de votre père et O de votre mère, par exemple, vous serez A. De même, si vous héritez B d'une part et O de l'autre, vous serez B, parce que A et B dominent sur O.
En revanche, pour être le groupe sanguin O, il faut hériter les 2 O de chaque parent, parce que c'est un trait récessif. En revanche, la codominance se distingue par le fait que les 2 allèles sont exprimés simultanément et de manière égale chez un individu hétérozygote. Et c'est le cas des allèles A et B, comme vous héritez par exemple A de la mère et B du père. Aucun domine sur l'autre. Et donc vous allez être AB, comme c'est le cas ici, et vous allez exprimer les antigènes de A et les antigènes de B. Donc la compatibilité des groupes sanguins, ici, tout ce qu'on a appris grâce à ça, est crucial, comme vous savez, pour les transfusions. Par exemple, les individus de groupe O sont considérés comme des donneurs universels, car ils ne présentent aucun antigène, ni A ni B, susceptible de provoquer une réaction immunitaire chez le receveur. Donc, comprendre la génétique des groupes sanguins est essentiel aussi pour la médecine transfusionnelle et pour déterminer la compatibilité dans les transplantations d'organes. Mais les choses peuvent encore se compliquer avec certains traits et avec certaines maladies. Par exemple, pourquoi 2 individus ayant exactement la même mutation dans le même gène, pourquoi ils ne vont pas exprimer parfois les mêmes symptômes? Donc ça, pour expliquer ça, il faut faire appel au terme de pénétrance. La pénétrance d'une maladie est la proportion d'individus possédant la mutation responsable de la maladie qui présente la maladie. Pour le dire d'une façon plus simple, on dit que la pénétrance est complète ou que la pénétrance est de 100% lorsque tous les individus qui présentent une mutation, tous les individus, ils ont la maladie. Là, on va parler d'une pénétrance complète. C'est le cas, par exemple, de la maladie de Huntington qu'on a vue. Cette maladie neurodégénérative de transmission dominante dont les premiers symptômes apparaissent entre 30 et 50 ans. Mais si la pénétrance de la maladie est nulle à la naissance, parce que les individus, ils ont la mutation, mais ils ne développent pas la maladie, car aucun nouveau-né n'exprime des symptômes, elle est de 50% à 40 ans et devient complète, c'est-à-dire 100% à 75 ans. Donc là, on parle de pénétrance complète, même si elle varie dans le temps. Lorsque ce n'est pas le cas, on parle de pénétrance incomplète. Lorsque moins de 100% des individus portent tant la mutation, expriment la maladie. Cela est probablement dû à une combinaison de facteurs génétiques, environnementaux et de style de vie. Le gène BRCA1, donc associé à différents types de cancers, vous le verrez après, est un exemple de génotype avec pénétrance incomplète. Des mutations dans ce gène sont estimées avoir une pénétrance du cancer de sang d'environ 65% chez les femmes à l'âge de 70 ans. Autrement dit, environ 65% des femmes portant certaines mutations dans ce gène développeront un cancer de sang. Donc, la pénétrance n'est pas complète. Les facteurs de risque individuels et environnementaux peuvent influencer la pénétrance d'un génotype particulier. Et dans d'autres cas, une même mutation dans le même gène peut engendrer une palette de syndromes de sévérité variable pour une maladie donnée. On parle alors d'expressivité variable, un phénomène dans lequel les effets de la mutation se manifestent chez tous les individus porteurs. Donc, il a une pénétrance complète, la mutation, mais avec un degré de sévérité différent, illustré ici avec différents grades de la même couleur. Un exemple classique d'expressivité variable, c'est celui de la neurofibromatose, une maladie à transmission autosomique dominante causée par des mutations dans le gène NF1.
bien que la cause génétique soit identique, certains individus présenteront uniquement des taches café au lait sur la peau, tandis que d'autres, même au sein de la même famille, peuvent développer des multiples tumeurs, des anomalies squelettiques, voire un retard de développement. Donc, nous venons de voir différents exemples de transmission mendélienne des traits, parfois modulés, mais qu'en général suivent les lois de Mendel. Cependant, la génétique mendélienne ne suffit pas à expliquer certains traits ou maladies, telles que la taille ou le diabète. Et c'est ici qu'il faut remonter en arrière et pour comprendre comment les statisticiens et les généticiens ont élargi les concepts de transmission génétique. On remonte, on en a parlé 2 secondes avant, fin du XIXe siècle, pour examiner les travaux de l'école rivale de Mendel, l'école de biométrie dirigée par Francis Galton à Londres. Donc, contrairement à Mendel, qui s'intéressait aux traits qu'on appelle discrets ou dichotomiques, c'est-à-dire avoir les fleurs que ce soit violettes ou blanches, ou violettes, blanches, jaunes et rouges, mais ça s'arrête là. Galton s'intéressait aux traits continus. Ces traits, par exemple, comme la taille, le poids ou les mesures crâniennes, qui varient dans la population d'une façon variable. C'est-à-dire, on n'est pas soit petit, soit grand. Il y a toute une gradation de ce phénotype taille. Donc en 1865, Galton, qui était d'ailleurs cousin de Darwin, publia un article intitulé « Hérédité du talent et du caractère ». Donc, dans cet ouvrage, il postule que les capacités et les caractéristiques individuelles, telles que le talent ou le caractère de chacun, ont une base génétique et sont transmises au sein des familles. Galton suggère que, tout comme dans le règne animal, la sélection naturelle joue un rôle dans l'évolution des qualités humaines. Il pousse plus loin l'idée d'améliorer la qualité des populations humaines par une sélection intentionnelle des traits favorables, une idée qui sera plus tard à la base de l'eugénisme et de tous ses dérives pendant le XXe siècle. Bien que moins formalisé, c'est-à-dire pas dit de la façon dont je vais le dire maintenant, mais Galton reconnaît que l'héritage des traits complexes, donc les traits continus, ne suit pas les règles mendéliennes strictes, mais résulte d'une combinaison de nombreux facteurs. Donc, Galton consacra de nombreuses années à l'étude des ressemblances familiales, comparant les attributs physiques des parents et des enfants, comme la taille, par exemple, en établissant des degrés de corrélation. Comme on peut le voir ici, il existe une corrélation entre la taille des parents et la taille des enfants. Plus grands sont les parents, plus grands seront les enfants. Avec son disciple Carl Pearson, qui a jeté les bases de nombreuses méthodes statistiques modernes qu'on utilise toujours aujourd'hui, comme le coefficient de corrélation de Pearson ou le test de Key-Carré, une méthode clé pour tester l'association entre variables, il pose les bases de la génétique biométrique. Donc, les biométriciens admettaient que certaines maladies très rares, disaient eux, étaient transmises conformément aux lois de Mendel. Toutefois, il faisait remarquer que la plupart des caractères susceptibles de jouer un rôle important dans l'évolution ou dans la santé des populations, comme les fertilités, comme la taille et d'autres, étaient des caractères continus ou quantitatifs et ne pouvaient pas être analysés selon les principes mendéliens. Donc leur transmission ne pouvait pas être suivie à travers des arbres généalogiques classiques, comme on vient de voir, car tous les individus possédaient ces caractères, mais à des degrés légèrement différents. Ainsi, au départ, mendéliens et biométriciens étaient en fort désaccord.
Mais parce que les biométriciens critiquaient la génétique mendélienne pour ne pas tenir compte de la vaste gamme des traits continus observés dans la nature. Mais ce débat entre partisans de la biométrie et défenseurs de Mendel se poursuivit jusqu'à 1918. Et la réconciliation des deux écoles de pensée, des deux paradigmes qu'on utilise encore aujourd'hui, débute avec le travail de Ronald Fisher, qui publia un article fondamental. Donc, la traduction en français, ce serait quelque chose comme la corrélation entre parents, c'est-à-dire entre apparentés, sous l'hypothèse de l'hérédité mendélienne. Et donc, Fisher démontra mathématiquement, donc formalisé, que la variation continue d'un trait, comme la taille, pouvait être expliquée par les effets combinés d'un grand nombre de gènes à hérédité mendélienne. Autrement dit, ce qu'il a proposé, avec les mots d'aujourd'hui, je vais utiliser, c'est que la taille, il n'y a pas le gène de la taille, vous êtes grand ou vous êtes petit. Il y a des centaines de gènes qui sont impliqués dans la taille, mais que chaque gène, individuellement, va contribuer très peu au phénotype taille. Et c'est la combinaison additive de tous ces gènes qui vont participer au fait qu'on soit plus ou moins grand. Ici, vous pouvez le voir, quand un trait est causé, et je dis bien causé, par deux gènes, ce gène, le phénotype résultant sera souvent dichotomique ou discret. Vous êtes jaune ou rose. Tandis que plus vous augmentez la quantité de gènes impliqués dans un trait, plus le trait, comme vous pouvez voir ici, sera continu. On verra à la fin du cours d'aujourd'hui comment, avec les mots d'aujourd'hui, là on parle de l'architecture génétique d'un trait, qui peut aller du presque monogénisme à polygénisme, beaucoup de gènes. Et donc, Fisher ouvre la voie à une nouvelle discipline, toujours d'actualité, la génétique quantitative. Mais Ronald Fisher a introduit le concept de variance et montré comment les facteurs génétiques et environnementaux contribuent à la variation phénotypique. Donc la variance est une mesure de la dispersion des valeurs autour de la moyenne. Ici, vous pouvez voir que la dispersion des valeurs autour de la moyenne est très faible dans la courbe rouge, tandis que dans la courbe bleue, vous voyez que la dispersion des valeurs est très grande. Donc, dans les deux distributions ont la même moyenne, mais la distribution rouge a une petite variance et la distribution bleue a une grande variance. Si on prend l'exemple de la taille humaine, imaginons une classe de 10 élèves où la taille moyenne est de 1,70 m. Donc ça, c'est la moyenne. Donc, on va calculer la variance entre les 10 élèves, et la variance, c'est une formule, et on voit que la variance est de 50 cm². Ce qui veut dire, si on fait la racine carrée, ça équivaut à 7 cm. Ça veut dire qu'on a une moyenne de la classe de 1,70 m avec une variance qui va être de plus ou moins 7 cm dans la classe. Donc on peut aller d'un 1,63 m jusqu'à 1,77 m. Donc dans ces cas, la variance, comme vous pouvez voir, est faible parce qu'on n'a que 7 cm de ce type de trait de variance. Mais Fisher a montré également qu'on peut décomposer, ça c'est hyper important, les 2-3 diapos qui viennent maintenant pour comprendre les restes de cours, qu'on peut décomposer la variance totale, donc la variance phénotypique, notre variance à nous tous. On fait la taille de nous tous. Donc, on peut décomposer la taille de nous tous, la variance
phénotypique totale en deux variantes. La variance génétique, c'est-à-dire la variance de la taille à nous tous, on va s'inventer, qu'on nous mesure à tous, et que la variance dans cette salle est de 10 cm. Donc, c'est plus ou moins 10 cm, peut être dû en partie à la génétique et en partie à l'autre variance, c'est la variance environnementale. Par exemple, la nutrition ou le mode de vie des individus. Donc le concept des variances, pourquoi c'est important? Pourquoi je vous parle de variance? Parce qu'il a conduit à la possibilité d'estimer un des outils statistiques les plus essentiels en génétique humaine, c'est-à-dire l'héritabilité. L'héritabilité mesure la proportion de la variation d'un trait, dont la proportion de la variation de la taille ici, qui est due à nos différences génétiques. C'est ça l'héritabilité. Et on peut parler de deux types d'héritabilité. L'héritabilité, on peut parler de l'héritabilité au sens large, que c'est la variation génétique qui inclut toutes les petites mutations que d'une façon additive participent à notre taille, mais aussi les effets de dominance ou de récessivité, voire les effets de l'interaction entre gènes, ce qu'on appelle en jargon l'épisthésie. Ça, c'est l'héritabilité au sens large. L'héritabilité au sens étroit, elle mesure juste la partie de notre variance de la taille qui est due à toutes ces mutations dans plein de gènes d'une façon additive. Dans la formule de l'héritabilité est la variance due à la génétique par rapport à la variance totale, c'est-à-dire les fameux 10 cm qui nous distinguent. Donc la variance totale implique la génétique plus l'environnement. Prenons l'exemple de la taille. Supposons que la variance phénotypique totale de la taille adulte, donc on va dire dans cette salle, est de 81 cm², ce qui équivaut à 9 cm. J'avais dit 10, on va dire que c'est 9, la variance. Donc, ça, c'est la variance totale de la taille ici. Et par différentes études de juments ou de familles, on estime que la variance génétique, au sens large, est de 8 cm d'écart type, donc 64 cm². Donc on divise et on trouve que l'héritabilité au sens large de la taille entre nous tous ici est de 0,79. Ça veut dire que 79% de la variation de la taille entre nous est attribuable à des facteurs génétiques. Et que le 21% restant, c'est dû à des facteurs environnementaux, non-nutrition pendant l'enfance, etc. Ensuite, dans le cas que je viens de vous donner ici, les facteurs génétiques contribuent à une variation de 8 cm entre nous, donc la variabilité de la taille. Dans le cadre de l'héritabilité au sens étroit, nous calculerons, comme je vous disais avant, uniquement dans le numérateur, la variance due entre nous de la taille reste la même. Mais dans le numérateur, on va considérer que la variance A, que c'est la variance additive, la variance génétique due que aux petites mutations qu'ensemble nous rend plus grands ou plus petits. Et dans ce cas, on obtient un ratio plus faible de 0,62, ce qui veut dire que 62% de la variation de la taille entre nous est attribuable à des facteurs génétiques additifs. En général, la héritabilité au sens étroit est toujours plus faible, évidemment, que l'héritabilité au sens large, parce que cette héritabilité au sens étroit ne considère pas ce qu'il y a ici, que c'est les effets de dominance et les effets des interactions entre gènes qui ne sont pas nécessairement hérités.
dans le sens strict. Voyons quelques exemples d'héritabilité. Par exemple, on peut voir le poids du saumon, que l'héritabilité est d'environ 40% si les saumons sont dans un milieu marin, mais de 30% si les saumons sont dans un milieu fluvial. Ça montre qu'une partie importante du poids du saumon est due à la génétique, mais que l'environnement influence aussi. Parce que finalement, c'est un rapport. Vous changez un peu l'environnement, vous allez changer un peu le rapport, parce qu'à la fin, l'héritabilité n'est qu'un rapport. Si vous homogénéisez énormément l'environnement, vous augmentez l'héritabilité. Si vous altérez beaucoup l'environnement, vous diminuez l'héritabilité finale parce que vous changez le rapport. Regardez ça, c'est assez intéressant. La taille mesurée en Finlande, avant 1929, 70% d'héritabilité. Entre 1947 et 1957, 80% d'héritabilité génétique. Donc la taille, c'est un des exemples plus emblématiques de traits héritables, mais vous voyez qu'évidemment, l'environnement, la nutrition, probablement moins bonne avant 1929, des famines, des maladies, l'état de santé général aura aussi une influence. Alors, voyons maintenant comment on peut estimer cette héritabilité. Parce que je vous ai donné déjà des chiffres estimés. Je vous ai dit, ici, c'est de la variance génétique entre nous attribuable à nous est de 8 cm d'écart type. Mais comment on le sait, ça? Donc ça, on peut le faire à travers différents types d'études. Chacun des approches que je vais vous présenter repose sur des méthodes statistiques différentes et des hypothèses, quand même parfois même fortes, différentes. Et chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Une méthode très classique pour estimer l'héritabilité repose sur les études de juments. Dans ce type d'études, les juments monozygotes, c'est-à-dire identiques, sont comparés à des juments dizygotes, c'est-à-dire les non-identiques. Si un trait est héritable, on s'attend à ce que les juments monozygotes soient plus similaires phénotypiquement que les juments dizygotes. Reprenons l'exemple de la taille. En sachant que les juments identiques partagent 100% de leur génome, sont des clones, entre guillemets, tandis que les juments non identiques en partagent qu'environ 50%, si les juments identiques sont beaucoup plus similaires en termes de taille que les juments non identiques, cela va suggérer une forte influence génétique pour le trait taille. Même si cette méthode suppose que les jumeaux monozygotes n'ont pas un environnement plus similaire que les jumeaux dizygotes, ce qui parfois peut être discutable, l'avantage majeur de cette méthode est que, contrairement aux autres méthodes, elle ne nécessite d'aucune donnée génétique. On peut faire ça qu'avec des données, des mesures phénotypiques, ce qui évidemment était extrêmement pratique avant l'arrivée de la biologie moléculaire. Une deuxième catégorie de méthodes, c'est l'étude des données familiales. L'idée ici est d'évaluer si les individus apparentés qui partagent une similarité génétique supérieure à celle attendue présentent également une similarité phénotypique, la taille, certaines maladies, supérieure à celle attendue. En tenant compte de la génétique des parents, les études familiales sont moins sensibles à la plupart des biais environnementaux qui peuvent nuire des études des jumeaux. En revanche, ici, il est plus difficile d'obtenir un nombre suffisant de familles, d'échantillons,
pour des estimations précises de l'héritabilité. Et enfin, on a une troisième catégorie de méthodes pour estimer l'héritabilité qui repose sur des grands corps d'individus, grands groupes d'individus non apparentés. Donc, plusieurs méthodes statistiques estiment l'héritabilité en calculant et comparant toutes les similarités par paire d'individus. Donc, vous prenez 2 paires au hasard dans 2000 individus et vous faites toutes les paires, la similarité génétique entre paires d'individus et vous comparez cette matrice à la similarité phénotypique de taille, par exemple, de tous ces individus. Donc, si 2 personnes ont des gènes très similaires et qu'elles ont à peu près la même taille, cela suggère une contribution de la génétique importante à la taille. Tandis que si au contraire, 2 personnes sont génétiquement très différentes, mais ils ont la même taille, cela suggère que d'autres facteurs, comme l'environnement, influencent également la taille. Un inconvénient majeur de ces méthodes est leur sensibilité à la structure des populations, c'est-à-dire que la cohorte que vous utilisez, il y a comme des sous-groupes génétiques au sein de cette cohorte et d'autres biais environnementaux. Donc en pratique, pour calculer l'héritabilité des traits ou des maladies chez les humains, on combine des données génétiques avec des données phénotypiques et on analyse ces données à l'aide de modèles statistiques comme la régression par enfant ou l'analyse de variance, permettant aussi d'estimer la proportion de variations de phénotype, comme la taille, qui peut être attribuée à des facteurs génétiques par rapport à des facteurs environnementaux. Maintenant qu'on a vu Mendel et tout ce qui dérivé de l'école mendélienne, Galton, tout ce qui est dérivé de l'école biométricienne jusqu'à aujourd'hui. Revenons maintenant sur les 105 ans d'histoire de génétique. Et la découverte des chromosomes a marqué une avancée majeure dans notre compréhension de l'hérédité, car elle a permis de relier les concepts théoriques de l'hérédité aux structures physiques observables dans les cellules. Donc, la théorie chromosomique de l'hérédité a été formulée en 1902 par Walter Sutton, Theodore Boveri, puis Thomas Morgan a démontré que les gènes se localisent sur les chromosomes grâce à ses travaux sur la drosophile, c'est-à-dire la mouche du vinaigre. Il a observé que les traits héréditaires se transmettaient selon des schémas qui correspondaient à la distribution des chromosomes lors de la division cellulaire, prouvant ainsi leur localisation chromosomique. Les recherches en cytogénétique, c'est-à-dire l'étude de la structure et la fonction des chromosomes, ils ont pris un tournant majeur en 1956 parce que les biologistes américains Joe Tighe et Albert Levin, ils ont montré que les humains, on a 46 paires de chromosomes et non pas 48 comme on pensait avant cette date-là. Mais la véritable révolution, quelque part, dans le monde de la génétique, évidemment, c'est la découverte de l'ADN comme substrat de l'hérédité. Avant, on parlait, vous avez vu, le sperme, des facteurs. Mais là, avec l'expérience connue comme l'expérience d'Avery, MacLeod et McCarthy, ils découvrent l'ADN et ces chercheurs ont montré que l'ADN était responsable de la transmission des traits héréditaires chez les bactéries. C'est en 1953 que James Watson, Francis Crick et Rosalind Franklin découvrent la structure fameuse en double hélice de l'ADN. Cette structure explique non seulement comment l'ADN peut stocker l'information mais aussi comment il peut se répliquer lors de la division cellulaire.
Donc ces contributions majeures ont jeté les bases de la biologie moderne et la biologie moléculaire et ont permis de comprendre que l'ADN est au cœur de l'hérédité. Donc pour finir le cours d'aujourd'hui, au cours des prochaines semaines, nous examinerons les méthodes et les concepts utilisés pour relier diversité génétique et diversité phénotypique. Comment les variations du génome peuvent être causaux, peuvent être des éléments causaux, ou du moins contribuer à un risque accru de certaines maladies. Et nous nous concentrerons sur des exemples concrets pour explorer le modèle qu'on appelle d'architecture génétique. Donc ce concept fait référence à la manière dont les gènes et leurs variations contribuent à la variabilité des traits phénotypiques ou des maladies. Alors que certains traits, ils ont une architecture génétique très simple, d'autres traits, cette architecture peut se complexifier. C'est là qu'on parle de maladies complexes. Ça équivaut à dire qu'il y a des traits ou des maladies qui peuvent être monogéniques, causées par un seul gène, comme la mucoviscidose, elle est causée par le gène CFTR. Mais on peut aller à des traits ou des maladies qu'on dit oligogéniques, une dizaine, une vingtaine de gènes, comme par exemple la pigmentation de la peau. Et vous allez vous dire, mais pourquoi j'ai mis mucoviscidose ici aussi? Parce que les choses sont toujours plus complexes qu'on les présente. La mucoviscidose, elle est causée par un seul gène, mais la variabilité clinique, la sévérité clinique de la maladie peut être modifiée par d'autres gènes. On verra ça lors du troisième cours. On a des maladies ou des traits polygéniques, où des centaines, voire des milliers de gènes sont impliqués. La taille, à ce jour, il y a 700 gènes dont la variabilité de ces gènes était impliquée dans la variation très graduelle de la taille entre nous, et des maladies type diabète de type 2, maladie de Crohn. Et on parle même, ces dernières années, de maladies omnigéniques. Le concept de maladie omnigénique, en gros, c'est dire que, par exemple, pour la schizophrénie, la plupart des gènes de notre génome sont impliqués. À savoir, il y aura un cœur de gènes, des centaines, impliqués dans des fonctions cérébrales, par exemple, impliqués dans la schizophrénie, mais plein d'autres gènes régulateurs, directement ou indirectement, vont un peu participer à ce trait ou à cette maladie. Et parfois, la distinction entre polygénique et omnigénique est vraiment très ténue. Et encore, et pourquoi je vous dis ça? Parce que ce sont des recherches qui sont vraiment encore en cours. Donc, les connaissances actuelles ont conduit à l'élaboration d'un modèle général d'architecture génétique des maladies qui relie la fréquence de ces maladies et leurs effets sur le phénotype. Autrement dit, comme vous pouvez voir ici, en général, les maladies monogéniques sont causées par des mutations qui sont très rares dans la population. C'est pour ça qu'elles sont très peu fréquentes. Mais quand on a cette mutation, l'effet de cette mutation sur le phénotype est très fort. Tandis que plus le trait ou la maladie se complexifie, plus l'effet des variants impliqués va être plus faible, même si ces variants seront chaque fois plus fréquents dans la population. Donc, prenons l'exemple de la taille toujours, la taille, la variabilité de la taille entre nous va être causée par des centaines de mutations qui sont fréquentes. Ce n'est pas comme la mutation de la mucoviscidose qui est très rare. Ces mutations sont très fréquentes, mais chacune, indépendamment, a un effet sur la taille très faible, et c'est qu'ensemble qu'ils vont participer
à cette variance de la taille entre nous, qu'on a vu que c'était de 9 cm. Donc, cependant, ces deux extrêmes que je vous montre là ne représentent qu'une partie d'un continuum beaucoup plus subtil, avec beaucoup plus d'exceptions et de nuances, et de situations intermédiaires. Parce que d'autres facteurs compliquent ce modèle, tels que l'interaction entre les facteurs génétiques et les facteurs environnement, qu'on verra lors du 5e cours, ou avec le cas de l'obésité, vendredi prochain. Et malgré l'identification de nombreux variants génétiques de risque, l'hérédité, c'est-à-dire les bases génétiques des maladies humaines, reste toujours partiellement inexpliqué. Ce phénomène, qui est connu comme hérédité manquante, signifie qu'il y a une base génétique, mais qu'elle n'est pas encore entièrement identifiée. Et nous explorerons toutes ces questions au fil des prochaines semaines, et je vous remercie.